Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que vous attendez la suite du portrait du père de Rabah Belhamri. On en était aux chiffres. Maintenant, les noms. Les noms des clients ne lui posaient aucun problème. Il suffisait à mon père d'ouvrir le carnet pour reconnaître immédiatement le nom du client inscrit en haut de la page à l'encre bleue. Car, à force d'observation, il avait fini par enregistrer mentalement la structure graphique de chaque nom, s'aidant pour les différencier les uns des autres, afin d'anéantir les risques d'erreur, d'une juxtaposition de signes cabalistiques de son propre cru. Ainsi, Ramdan, notre meilleur client, un employé de la sous-préfecture, qui nous payait à date fixe sans jamais chicaner sur la note, était caractérisé par un grand 1. Aïcha, une femme travaillant à l'hôpital, par un grand 2. Dodo, le factotum de la commune, un bon client qui partit un jour sans crier gare se fournir chez notre voisin, par un cercle. Nadjar, un maçon, par une croix. Nemdil, ouvrier à la carrière, qui faisait ses courses avec, sur le front, ses grosses lunettes de protection, par 2 cercles côte à côte. 9-9, un autre ouvrier de la carrière, qui était loin de s'acquitter ponctuellement de ses dettes, par une sorte de S couché, que mon père appelait le serpent. Khalifa, un ancien combattant de la France, par une ligne brisée, ressemblant à sa jambe de bois au repos. Parmi nos clients à crédit figuraient également 2 harkis, dont nous ignorions les patronymes. Ils n'étaient pas du village, et que nous désignions par GMS Qaddour et GMS Smaïn. GMS signifiant Groupe mobile de sécurité. Mon père identifiait l'un par un rectangle, évoquant sans doute un calot, l'autre par un demi-cercle pouvant suggérer le casque. Lorsque l'un des clients fournis à crédit refusait d'atermoiement en atermoiement d'honorer sa dette, il était fréquent que mon père, qui avait trop de pudeur pour faire de l'esclandre, renonça tout bonnement à ses droits, non sans remettre toutefois au Tout-Puissant. Il est bien dit, mon fils, que celui qui a fait 1 gramme de bien le retrouvera devant lui le jour du grand jugement, et celui qui a fait 1 gramme de mal le retrouvera devant lui aussi. Je l'ai servi de bon cœur, je lui ai permis de nourrir ses enfants, je ne l'ai jamais tiraillé, et tu vois comment il me remercie. Je ne lui réclamerai plus rien. Dieu est grand et seul juge. J'ai souvent rempli le rôle d'intermédiaire entre mon père et le client retors. Le rôle, de toute évidence, était ingrat. Néanmoins, je l'assumais avec entrain et même avec zèle. Les mauvais payeurs, de mon père, cela s'entend, me paraissaient des gredins qu'il ne fallait pas ménager. À partir de l'âge de 10 ans, le plus clair du temps que je ne passais pas sur les bancs grinçants de l'école française et sur les nattes rugueuses de l'école coranique, je le passais obligatoirement
au marché, dans la boutique de mon père. Je servais aussi bien aux autres marchands qu'à mon père, de garçons de course, de porteurs d'eau, de comptables, de loustiques. Mon père me laissait régulièrement la surveillance de son commerce pour aller s'occuper de son jardin. Je mettais à profit toutes ces absences pour réorganiser les choses comme je l'entendais. Je faisais le ménage de fond en comble, j'améliorais la présentation de la marchandise, j'affichais proprement les tarifs et surtout, je coupais court à toute complaisance avec la clientèle. J'étais strict dans les pesages et intraitable sur les prix. Je ne lésais personne, même pas les harkis et les soldats français, comme certains commerçants. Prête-moi ta plume. Tous les clients qui se présentaient ne m'agréaient pas. J'avais mes têtes et mes bêtes noires. Avec ces dernières, naturellement, je ne m'encombrais pas de politesse et je ne cachais pas mon irritation, quitte à les faire fuir. Parmi eux, figuraient tous ceux qui avaient une manie quelconque. Les pingres qui n'achetaient jamais plus de 250 grammes à la fois, ceux qui mettaient un temps infini pour faire leur choix, ceux qui examinaient sous toutes les coutures le fruit ou le légume qu'ils s'apprêtaient à acheter, ceux qui marchandaient, ceux qui aimaient goûter un fruit avant de se prononcer pour ou contre son achat, ceux qui n'étaient satisfaits de leur course que s'ils avaient obtenu un supplément de 50 ou 100 grammes, ceux qui payaient au compte-gouttes en sortant les pièces une à une, et enfin, ceux qui comptaient 10 fois la monnaie rendue au point de vous faire douter de votre compte. Mais rien ne m'agaçait plus que les manies d'un certain Si Abdelkader, une espèce de notaire ambulant, capable de vous dresser en un clin d'œil sur une table de café ou en plein souk un acte de propriété qui était homologué sans problème si le nombre de témoins avait été au moins égal à 2. Son fils, un grand dadé, avec une expression benoîte sur le visage, l'accompagnait et remplissait le rôle de second témoin en cas de besoin, moyennant une commission supplémentaire directement encaissée par le patriarche. Mon père vénérait ce personnage tel un saint. Il l'appelait l'incommensurable Baraka et m'obligeait à lui baiser le turban et à le servir prestement avec politesse. Si Abdelkader ne nous disait pas une parole sans l'agrémenter d'une citation coranique qui nous commentait prolixement, ce qui rendait particulièrement laborieux les échanges d'informations. Mon père, lui, ne se lassait pas de l'écouter et disait que sa langue était aussi douce que le miel et le gazose, et que s'il lui avait été possible de l'emprisonner dans son œil, sous ses paupières, pour l'avoir toujours auprès de lui, il l'aurait fait. Bien entendu, mon père honorait sa sainteté par des largesses de balance qui révulsaient mes yeux. Mais ce qui m'énervait le plus chez Si Abdelkader, c'était de le voir bénir d'un verset coranique chaque fruit et chaque légume qu'il achetait. Si je lui vendais par exemple une vingtaine d'oranges, il les prenait une à une, les frottait énergiquement de ses paumes, en murmurant, puis les déposait délicatement au fond de son sac de jute. Les versets variaient avec l'article. Et plus le fruit ou le légume était gros, plus la récitation s'allongeait. Avec les melons et les pastèques, elle durait de 1 à 2 minutes. J'ai également noté, non sans étonnement, qu'il ponctuait souvent ces versets
par un ou plusieurs prénoms. Prête-moi ta plume. Bouzid, le mielleux, à qui je m'étais un jour ouvert de cette manie pour le moins singulière, et que je ne pouvais pas évoquer devant mon père de peur d'essuyer de sévères reproches, on ne se moque pas d'un saint homme, m'apprit que Si Abdelkader était un puissant thaumaturge en liaison étroite avec les esprits, qu'il était capable, paraît-il, de réciter le Coran à l'envers, et que s'il accompagnait de versets tout ce qu'il achetait, c'était pour rendre le fruit ou le légume 7 fois plus succulent et plus nourrissant. Quant aux prénoms marmonnés après chaque verset, ils devaient être ceux de ses enfants, à qui les provisions étaient destinées. Il n'attendait pas son retour à la maison pour partager les fruits entre les siens, mais le faisait au marché au moment de l'achat. Les suppléances que j'assurais derrière l'étalage avaient un inconvénient majeur. Mes recettes étaient insignifiantes. Ce que je gagnais en une journée n'équivalait même pas à ce que mon père gagnait en une matinée. Ah, mon fils, ce n'est pas demain que je compterai sur toi pour gagner le pain de la famille, me disait mon père en examinant d'un œil éteint le maigre contenu de la caisse. C'était un fait que ma présence dans la boutique faisait fuir bon nombre de clients, généralement acquis à mon père, les uns à cause de mon insolence, les autres à cause de mon manque de générosité. Prête-moi ta plume. Été comme hiver, notre boutique ne désemplissait pas. C'était un lieu de rendez-vous et de palabres particulièrement courus. On y rencontrait un peu tout le monde. Des clients qui s'attardaient à discuter avec mon père, des chômeurs las de traîner leur désœuvrement, forcés par les cafés du village, des paysans pour qui notre boutique servait de boîte postale, et moi de secrétaire, des ouvriers qui venaient à midi, un demi-pain sous le bras, pour déjeuner à l'ombre, de 250 grammes de dattes, d'un melon, d'une livre de raisin ou de figues, et qui, en attendant la reprise du travail, s'allongeaient pour une petite sieste. Je n'étais pas l'ami de tous. Aux indésirables parasites, qui par exemple n'arrêtaient pas de grappiller dans les caisses de fruits, tout en vous enjôlant par leur hâblerie, je faisais une guerre continue où ne manquaient ni les rebuffades verbales, ni les mauvais tours échafaudés en étroite collaboration avec Aziz, le fils de Saou, peau de chagrin, et les jeunes marchands, heureux de l'occasion de se divertir. Aux persona non grata, j'offrais en dégustation des fruits durs, acides, ou que je savais en voie de pourrissement. Je faisais naturellement l'étourdi. Ainsi, quand ils me réclamaient un peu d'eau, je laissais choir le broc dans leur giron en simulant une maladresse malencontreuse. Avec la complicité de Aziz, je leur passais de faux messages, les appelant d'urgence ailleurs, et il nous est aussi souvent arrivé de leur épingler dans le dos une queue de brebis récupérée dans la poubelle du boucher. Ces farces plongeaient le marché dans une gaieté générale. Même les vieux marchands, d'ordinaire prompts à nous tarabuster, riaient de bon cœur. Prête-moi ta plume. Le tiroir caisse paternel, auquel j'avais accès pour les besoins du commerce, exerçait sur moi une constante tentation. Chaque fois que les conditions optimales de sécurité étaient réunies,
j'y faisais une ponction dont le montant augmentait d'une année sur l'autre, suivant la courbe ascendante de mes caprices ou nécessités. Au début, à l'âge de 9 ans, je ne prélevais pas plus de 2 $, de quoi m'acheter une sucette ou quelques dragées. Mais à l'âge de 14 ans, j'atteignais parfois les jours de grande affluence comme le jeudi jusqu'à 50 $, de quoi me payer soit 2 ou 3 illustrés, soit 2 séances de cinéma. Prête-moi ta plume. Ma conduite n'était en rien singulière. Fourrager dans le tiroir-caisse paternel était une pratique courante chez les rejetons de commerçants. Mon frère, en son temps, avait été infiniment plus hardi que moi. Les affaires de notre père étaient alors plus florissantes et l'argent plus abondant. Mon père lui retournait les poches de temps en temps, au moment où le petit chapardeur s'y attendait le moins. Et quand il découvrait sur lui le moindre centime, il le battait à mort. Pour ma part, je me fis prendre à 2 reprises par le père, impitoyable en ce cas. Prête-moi ta plume. La première fois, je fus surpris en flagrant délit. La somme était insignifiante, 2 centimes. Les 2 centimes qui me manquaient pour faire 10, le prix d'un ballon de baudruche dont j'avais envie. J'avais tellement peur à l'idée d'être découvert par mon père que la pièce m'échappa des doigts et alla rouler en tintant jusqu'à ses pieds. Mon père, les yeux étincelants d'une lueur mauvaise, me fit sortir devant l'étalage en me serrant le poignet, et devant les nombreux marchands et clients, c'était un jour de marché, il m'envoya le soufflet le plus retentissant que j'ai jamais reçu. La seconde fois, je fus surpris au moment où je dépensais l'argent. Je sortais d'une gargote, un sandwich au merguez à la main, et je tombais nez à nez sur mon père. J'avais été donné par un cousin qui m'avait vu pénétrer dans la gargote. Dès que j'aperçus mon père, je pris mes jambes à mon cou et disparus. Mon père ne me poursuivit pas, mais attendit mon retour le soir à la maison, en jurant devant ma pauvre mère totalement désemparée qu'il m'égorgerait. J'avais envisagé de passer la nuit dans notre grand jardin, mais le moment venu, le courage me fit défaut, et je m'empressai de regagner la maison avant l'heure du couvre-feu, en espérant que mon père, par peur du tapage nocturne, se bornerait à m'administrer 2 ou 3 gifles et à cracher du feu à voix basse. De toute manière, j'étais décidé à donner de la voix pour le dissuader de tout excès de violence. Mais, arrivé en vue de la maison, je reconnus la silhouette de mon père dressée sur le chemin comme une sentinelle sur le qui-vive. De petits camarades mis au fait de ma situation se portèrent à ma rencontre pour me mettre en garde. « Ton père va te tuer !» me chuchotèrent-ils. Je cessai d'avancer, repris par une peur panique. Mais mon père, qui m'avait repéré de loin ou seulement deviné, me commanda sur un ton menaçant de me présenter devant lui. Je fis tout le contraire. Je rebroussai chemin et me mis à courir en direction du stade tout proche, décuplant par là même l'irritation de mon père qui se lança à ma poursuite. Il arriva derrière moi sur le terrain de football et, séparés d'une 30aine de mètres l'un de l'autre, nous exécutâmes un tour de piste complet, éclairé
par le puissant projecteur du mirador du camp voisin. Nous quittâmes ensuite le stade et je sautai par-dessus une haie en pensant que mon assaillant ne serait pas en mesure de me suivre. Mais je me trompais. Mon père, furieux, m'aurait talonné jusqu'en enfer si besoin. Parvenu devant la haie, il n'hésita pas à prendre son élan pour la franchir, seulement son pied s'accrocha à un fil de fer et il s'étala de tout son long, turban défait, répandant autour de lui le contenu hétéroclite de ses poches, dont il ne se préoccupa pas sur le moment. Seule ma capture lui importait à cet instant. Il se releva donc prestement et reprit sa course derrière moi, m'ordonnant toujours de m'arrêter avant qu'il ne me tuât. Je ne fus pas rattrapé par mon père, et j'aurais couru toute la nuit jusqu'à l'Oued, comme je l'avais déjà fait une fois en plein jour, si un passant attardé ne m'avait barré le chemin sur la prière de mon père. Naturellement, je ne fus pas égorgé par mon géniteur cette fois encore. Mais mon châtiment ne fut pas moins donné avec la dernière rigueur. J'avais donc à faire très attention quand je commettais mes larcins. Le remords ne m'effleurait pas, car je n'avais pas le sentiment de me rendre coupable d'un quelconque acte immoral. En transvasant une infime partie de la recette de la poche paternelle à la mienne, j'avais assez l'impression de procéder à une redistribution équitable des bénéfices. Mon père veillait certainement à m'assurer nourriture, vêture et instruction, très convenablement, mais jamais, au grand jamais, il ne m'avait offert le moindre centime à dépenser librement pour mon plaisir. L'attitude de mon père était celle de tous les pères pratiquant le commerce. Les enfants n'ont pas besoin d'argent. Et même quand ils cessent d'être des enfants et qu'ils entrent dans la vie professionnelle, ils doivent déposer entre les mains de leur père à la fin du mois l'intégralité de leur salaire. Les fonctionnaires étaient plus indulgents et plus généreux avec leurs enfants. Était-ce parce qu'ils gagnaient plus facilement leur argent ou parce qu'ils avaient l'esprit un peu plus ouvert? Si je consacrais la plus grosse part de l'argent ravi au père à l'achat des illustrés et romans photos, dont il m'était intolérable de rater une parution, je ne laissais pas moins tomber dans le giron maternel une petite pièce de temps en temps. Car ma mère fut de tout temps dans la confidence de ma coupable pratique et ne s'en formalisa nullement. Voler l'argent du père ne constituait pas à ses yeux un acte répréhensible. « Mon fils, m'a-t-elle dit un jour en guise d'encouragement à peine voilé, n'oublie pas que je suis ta maman. Tu ne dois rien me cacher. Le fils de la voisine ne dissimule rien à sa mère. Il remet entre ses mains tous les sous qu'il prend à son père. Sa mère est très contente. N'oublie pas que je suis ta mère et que je n'ai pas de santé. Ton père est un monstre. Il ne me donne jamais un sou de bon cœur. Je dois le prier, le supplier 1 mois à l'avance pour avoir 2 doros de quoi aller au hammam. Quant à aller voir le médecin, je dois pleurer à ses pieds 1 an à l'avance. Et tu vois comme je suis vêtue. Ça fait 2 ans qu'il ne m'achète rien, en disant qu'il n'a pas d'argent, ce qui est un mensonge. Il a de l'argent, mais il préfère acheter de la marchandise qui n'arrive même pas à écouler. Tu sais que c'est un mauvais commerçant, autrement nous serions riches. N'oublie pas, mon fils, que tu es mon espoir. Je regarde
vers toi. Je n'ai que toi et là. Pense à moi. Ne dépense pas tout ton argent à acheter les livres du diable. Tu en as trop lu, mon fils. Il y en a plein la maison. Tu dois t'en contenter. C'est une dépense inutile que d'en acheter d'autres, alors que j'ai tellement besoin d'argent pour me soigner. Allah te bénisse. Prête-moi ta plume. أنا نشفى من الصغر مولوع بالفن والسهر لو كان عرفت هاد القدر ما ندخل في أعماق البحر ونحس بجوارح الجمار ما يعود لي ندامي كبار أنا تربيت في الصفا لو كان عرفت هكذا نروح نغامر بها وبقيت نسأل هكذا في حالي وحال الهوى قدام مالو دوا ما تلوموني يا ناس أنا طبعي حساس قلبي ما هو حجار أنا مبني على الصفا والحرمة يا سيدي أجني بالهمة أو الظرافة تدينا في يدي De la baraka au jardin de Baba Issa. Prête-moi ta plume, puisque c'est comme ça que s'appelle la nouvelle suivante, le jardin de Baba Issa. C'était un jardin extraordinaire, produit exclusif de l'imagination et des mains paternelles. Il était touffu, nerveux et surprenant, comme pouvait l'être toute entreprise de mon père. Les arbres se repoussaient de leurs frondaisons, se couchaient les uns sur les autres, ou s'étreignaient, entrelaçant ramis, fleurs et fruits. Si notre jardin ressemblait à un maquis, c'était à cause du respect viscéral que mon père nourrissait envers la plante, utile ou parasite, la plante de Dieu. Quand un arbre était tué par la chaleur ou le gel, mon père ne l'abattait pas à coups de hache, comme les autres jardiniers. Il le laissait en place jusqu'à ce qu'il tombât de lui-même. Et la chute d'un arbre lui causait toujours une peine profonde. Mon père était plus délicat avec les plantes de son jardin qu'avec ses enfants et sa femme. Plus que tous les autres arbres, l'oranger faisait l'objet d'une attention toute particulière. À tout seigneur, tout honneur. Notre oranger était le seul du village et peut-être de la région. À l'approche de l'hiver, mon père l'emmitouflait comme une mère prévenante emmitouflerait son enfant pour le préserver de la froidure. Il le couvrait de chiffons, de papier, d'herbes sèches et de vieux sacs de jute, si bien qu'à la fin, il ressemblait à un gigantesque épouvantail. Il est frêle, il n'est pas d'ici, c'est comme un enfant exilé. Il ne faut pas que les rigueurs de notre climat l'éprouvent. Il est habitué à la douceur. Son pays, c'est là-bas, du côté de la mer. Mon père esquissait un geste vers le nord-ouest, le Sahel, la Métidja, dont il avait entendu évoquer la splendeur des vergers par les chauffeurs de camions. Mon père venait fréquemment soulever un coin de masque carnavalesque
pour voir si les bourgeons avaient résisté au gel, si les fleurs étaient fécondes, et enfin pour compter le nombre d'oranges produites. Notre oranger ne donnait jamais plus de 6 oranges. Mais cela suffisait pour remplir mon père de reconnaissance envers l'arbre et de fierté face à ceux qui riaient de le voir penché avec tant de sollicitude sur son cher oranger. « Mes amis, dites que ce n'est pas un don d'Allah, une telle merveille de la nature, disait-il à ses clients et à ses confrères, en montrant les oranges conservées au chaud dans un coffret ouaté. Le grand poirier, relégué au fond du jardin, accaparait également toute l'attention de mon père. Cette espèce d'arbre fruitier était rare dans la région, et mon père, pour lui éviter le coup d'œil de l'envie, lui suspendait un talisman. Dès que les premières poires arrivaient à maturité, j'étais chargé de monter la garde sous l'arbre. Aussitôt sorti de l'école coranique, je ne rentrais à la maison qu'après le passage des bergers. Prête-moi ta plume. Il ne se passait pas un jour sans que mon père n'allât rendre visite à son jardin. En été, il s'y rendait dès la fin de la prière de l'aube et jardinait jusqu'à l'heure d'ouverture du marché. Il y passait souvent des jours entiers, quand il pouvait compter sur moi pour le remplacer à la boutique. Et jamais le soir ne rentrait à la maison sans y avoir fait un petit tour. Il rentrait d'ailleurs si tard que plus d'une fois nous avons poussé un soupir de soulagement en le voyant arriver avec sa gerbe d'herbe sous le bras ou son fagot de bois sec sur le dos. Les poches de mon père, elles regorgeaient de graines en toute saison, de graines de toutes sortes, qu'il semait sans souci d'alignement, quand l'inspiration lui venait. Notre voisin immédiat, qui était un peu parent à mon père, et dont le jardin était un modèle d'agencement et de netteté, se gaussait à longueur d'année de la désinvolture paternelle qu'il comparait à celle du coucou. Il vous dépose un œuf à la Qibla et un autre à la Dahra. Ce n'est pas un jardin, mais un fourré, je vous dis, un maquis, Khalota, Jalota, méli-mélo. La citrouille côtoie le melon, les tomates s'enroulent autour des tuteurs des haricots, les carottes poussent au milieu des oignons. Allez donc vous retrouver dans le jardin de Baba Issa. Ma mère critiquait durement le travail de mon père, son manque de méthode, son laisser-aller, en lui citant comme exemple à suivre le jardin du voisin qu'elle disait un miroir. Mon père riait, ne se fâchait jamais. Mais pourquoi se préoccuper d'ordre, femme ? La terre est fécondable partout. J'ai toujours fait ainsi et les choses ont toujours bien marché. Ce qui compte, c'est l'eau. L'eau, l'eau. Si tu me donnes de l'eau, je te ferai pousser la merveille des merveilles au sommet de la montagne. Ah, si j'avais Imam, notre mère l'argent, je creuserais un puits. J'achèterai un moteur, et tu verrais, si je ne ferai pas pousser des perles, oui, je dis bien des perles, femme. Donnez au fils d'Adam la terre et le fleuve, et il vous fera des prodiges. L'eau d'arrosage constituait la préoccupation majeure de mon père. Elle était peu abondante, et de surcroît, épisodiquement coupée et détournée par mesure de salubrité publique. Elle provenait en grande partie des eaux usées du village. Sa répartition donnait lieu à de constantes querelles entre les jardiniers
les détournements étaient fréquents. Quand c'était notre tour d'irrigation, mon père s'armait d'une pelle et parcouriait toute la Seguia d'un bout à l'autre. Le visage empourpré par l'effort, il remuait patiemment la fange pestilentielle, ôtait un à un les obstacles qui auraient pu gêner le passage de l'eau et s'arrêtait à chaque point de bifurcation pour vérifier si rien du précieux liquide boueux n'allait se perdre chez le voisin. Si la pelle s'avérait impuissante à remplir efficacement sa tâche, il n'hésitait pas à se baisser et à plonger les bras jusqu'au coude dans les eaux putrides. Ni les tritons qu'on disait redoutables, ni les matières fécales que charriait le ruisseau ne le rebutaient, si peu que ce fût. Que n'aurait-il pas fait pour que cette eau parvint entière à son jardin? Quand il rentrait à la maison, détrempé et couvert du turban à la pointe des chaussures, de plaques de boue noirâtres et nauséabondes, ma mère commençait à tempêter, disant qu'il la fatiguait, qu'il la rendait folle en salissant ses vêtements comme un gamin. Alors il la rabrouait sèchement. « Femme, femme ingrate, lui disait-il, en la fixant avec gravité. Comment oses-tu me défendre de toucher l'eau bénite qui donne vie à ma terre? Non seulement je plongerai mes mains dedans, mais je la boirai. Oui, je suis prêt à boire l'eau qui fait frémir mon jardin. Elle est douce comme le gazose. Apprends-le, fille d'Adam sans cervelle. Et puis, si cette eau te dégoûte et te sort le cœur par la bouche, pourquoi manges-tu les fruits et les légumes qu'elle arrose, hein? On aime la marier, mais on méprise sa mère. Prête-moi ta plume. Avant l'instauration du couvre-feu, mon père descendait dans le jardin à 2 heures du matin pour prendre son tour d'irrigation, une lampe électrique à la main. Dans la famille, on était sidérés par tant d'intrépidité. Patauger dans la vase à pareille heure, c'était vraiment tenter le diable. Toutes les conditions, en effet, étaient réunies pour rendre inévitable une agression des démons, en particulier de l'Afrit, traîneur de chêne, et de son acolyte, B'Lahmar, le rouge des rivières, tous deux familiers des marécages et de la fange. « Comment voulez-vous qu'il s'attaque à moi ?» disait le valeureux jardinier en riant. « Je suis aussi Afrit qu'eux !» Pendant les années de braise, mon père se désespérait de ne pouvoir irriguer de nuit son jardin et de ne pouvoir veiller à ce que les jardiniers habitant sur place ne détournassent pas l'eau selon leur bonne habitude. Il était d'autant plus malheureux que de jour il avait les plus mauvaises heures d'irrigation, conséquence d'un tirage au sort, contre lequel il était sans recours. Notre temps d'irrigation tombait exactement dans l'intervalle de temps de 9 heures à 16 heures, pendant lequel l'eau du village était coupée pour éviter le tarissement des réservoirs. Quand la canicule sévissait longtemps, le jardin offrait un spectacle de désolation. La chair ocre de la terre éclatait en une infinité d'étoiles effilochées et d'arabesques fuyantes. Les plants rissolés inclinaient tristement leur tête en signe de capitulation devant le soleil, le Gaïla, souverain sans partage du ciel et de la terre. Les oiseaux,
Les hannetons, les guêpes, les mouches et les fourmis accouraient en légion pour leur porter le coup de grâce. Ya Latif, quelle fournaise! Essayons, mon fils, de sauver au moins 2 ou 3 arbres. Mon père pensait aux grenadiers et aux figuiers. Il ne pouvait pas concevoir un automne sans figues et sans grenades. Nous nous munissions d'une paire de bidons chacun, et des heures durant, nous faisions la navette entre le jardin et une chiche fontaine du voisinage. Ah, si l'oued Bouslem passait par là, soupirait mon père douloureusement, en regardant la terre assoiffée boire goulûment l'eau que nous lui déversions. Je divague, mon fils, je divague, ajoutait-il en embrassant d'un regard terne son jardin. Le Bouslem ne passera jamais par là. Mais un bon puits pourrait parfaitement le remplacer. Le puits. L'avenir de mon jardin est dans le puits, mon fils. Je le creuserai même si je dois vendre ma chemise. Je préfère avoir un puits qui arrose ma terre et marcher tout nu. Je le munirai d'un moteur 5 chevaux. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne connais ni chevaux ni bourricots. La pompe, paraît-il, ça n'a pas beaucoup de force. Et puis, il faut des bras. De l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau? Bien sûr qu'il y a de l'eau, Nigo. Le sourcier est déjà venu il y a au moins 10 ans, et il était formel. Sous ton jardin, Issa. C'est comme une mer, m'a-t-il dit. Tu creuseras là où tu veux, et l'eau de Dieu jaillira, Inch'Allah. Prête-moi ta plume. À côté de l'insoluble problème de l'eau, il y avait le problème de la clôture. Inlassablement réparé par mon père pour empêcher les incursions de chèvres au moment du passage des bergers portés au chapardage. Mon père se baladait avec des pinces en permanence dans la poche et ne laissait pas de ramasser les bouts de fil de fer sur son chemin, guidé par le souci de renforcer l'enceinte de son jardin. Il rêvait d'installer, le jour où il aurait des sous, un solide grillage, infranchissable, et d'avoir ainsi définitivement la paix avec la voisine qu'il querellait depuis 30 ans à cause de sa volaille, de ses lapins, de ses chèvres, de son ânesse et de ses enfants qui se promenaient librement dans nos cultures dès que nous avions le dos tourné. La propriété de la voisine Huria n'était séparée de la nôtre par aucune espèce de barrière. Seuls quelques figuiers espacés marquaient la frontière entre les 2 jardins. Le comportement des bêtes de Huria nous laissait stupéfaits. Nous ne comprenions pas à quelle directive mystérieuse elles obéissaient. Car, fait extraordinaire, elles ne semblaient pas alléchées par le jardin de leur propriétaire, plus près de leur base que le nôtre. Nous nous demandions même si ce n'était pas la voisine qui les poussait sciemment vers nos cultures pour préserver les siennes. Une amabilité fort courante entre voisines ne s'avouant pas leur jalousie. Prête-moi ta plume. Au printemps et en été, nous nous rendions au jardin en famille. Mon père, grand maître des lieux, assignait à chacun les tâches à accomplir et s'en retournait à la boutique. Il ne manquait pas de venir nous retrouver 1 heure plus tard pour nous apporter la nourriture et nous gronder si le travail était mal exécuté, c'est-à-dire fait d'une autre manière que celle qu'il entendait lui. Quand les melons commençaient à croître,
il défendait de les toucher à ma mère, qu'il savait particulièrement friande de ce fruit à l'état prématuré. Ma mère ne tenait absolument pas compte de ces interdictions, et il devait imaginer des camouflages subtils pour la dérouter et sauver ses melons. Nous déjeunions à l'ombre du grand pommier de Djerba, bruissant de vols de hannetons, et la voisine Huriya, heureuse d'échapper à sa solitude et de pouvoir échanger des potins avec ma mère, venait nous rejoindre, escortée d'une ribambelle de marmots se ressemblant comme des gouttes d'eau, teint sombre, nez camus, front proéminent. Elle apparaissait entre les arbres, une plaisanterie ou un gros mot à la bouche, et ma mère, qui aimait causer et cancaner un peu, l'accueillait avec un sourire de bienvenue. Huriya apportait à ma mère tantôt une tasse de lait, tantôt une tasse de café, ce qui permettait à la conversation de partir en trombe, l'une parlant de ses points de côté, l'autre parlant de ses chèvres, l'une parlant de sa fille maltraitée par son mari, l'autre de l'incontinence de son vieux, l'une parlant de l'ancienne cartomancienne consultée, l'autre du fabuleux butin rapporté par ses enfants, imbattables dans l'exploration des dépotoirs. Après le préambule d'ordre domestique, arrivaient les sujets d'ordre général centrés sur les autres, toujours longuement développés et presque surannés. L'épilogue revenait à ma mère et portait sur les déprédations causées à nos cultures par les poules et les lapins de Huriya. Ma mère mettait celle-ci en garde, lui rappelant que mon père avait juré de répandre des graines empoisonnées. Huriya se défendait d'organiser volontairement le saccage du jardin de ses voisines, qui sont aussi un peu ses parents, par le sang de son mari. Elle se mettait à jurer par la lumière du jour, et ma Tafet, en tournant la tête vers le sud, du côté de Djbel Tafet. Après avoir embrassé ma mère, Huriya ramassait son dernier né, qui gigotait tout nu dans l'herbe, appelait ses autres enfants égaillés à travers le jardin, et se rentrait. Prête-moi ta plume. Rien ne faisait autant plaisir à mon père que la vente des produits de son jardin. Les profits qu'il en tirait étaient minces, mais l'emplissaient d'une joie quasi enfantine, touchante. L'argent gagné allait dans une escarcelle qui m'était interdite, et que d'ailleurs je ne cherchais pas à toucher, par respect de la peine paternelle. En fin de saison, mon père vidait l'escarcelle sur le plateau de la balance et faisait ses comptes, élevant de petites piles avec les pièces de monnaie, comme un enfant jouant avec des jetons. Les gains étaient évalués en fonction des sacs de semoule auxquels il donnait droit, et mon père, après avoir fait 2 fois les comptes, me disait « Louange à Allah, mon fils, les oignons et les cardes ont donné de quoi vous acheter un sac de semoule, brimo. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Cette année, les figuiers ont donné de quoi acheter 2 sacs de semoule à mes enfants. » Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani.